Bonjour tout le monde et bienvenue de nouveau sur la chaîne Hélène Wonderbooks pour une nouvelle validation d'un menu du Pumpkin Autumn Challenge. Alors aujourd'hui je valide le menu Automne des mystères pour lequel j'ai réussi à lire, si ce n'est pas toutes les lectures que j'avais prévues, mais en tout cas j'ai réussi à en mettre une dans chaque sous-catégorie. Alors la première sous-catégorie, il s'agissait de Le Destin perdu, pour lesquels les mots-clés étaient temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Il y en avait un paquet, l'air de rien. Et j'avais prévu de lire le grand livre de Connie Willis qui parlait donc de voyage dans le temps à l'époque médiévale, si je me rappelle bien. Et finalement, c'est un gros pavé, j'ai même pas eu le temps de le commencer. Par contre, j'ai écouté en audio, un petit peu au hasard, La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Donc ça tombe bien puisqu'il colle complètement à la catégorie. Et c'était un classique que je n'avais encore jamais lu. Donc j'avais déjà lu plusieurs livres de Wells puisque j'ai lu L'homme invisible, c'est quoi déjà les autres? Ah oui, il y a L'homme invisible, La guerre des mondes et L'île mystérieuse. Voilà. Mais pour l'instant, de tous, je préfère L'île mystérieuse, mais c'est vrai que celui-ci, La machine à explorer le temps, était plutôt sympa. Nous avons donc dans l'histoire principale un héros dont on ne connaît pas le nom, qui est vraisemblablement une sorte de savant, un inventeur, et qui veut prouver à ses amis ou à ses collègues, en fait on ne connaît pas bien la position de chacun, donc c'est toujours un petit peu vague parce qu'au final c'est pas le but de l'histoire. Il veut leur prouver qu'il a réellement réussi à créer une machine à voyager dans le temps. Et pour ce faire, il va leur donner rendez-vous pendant un dîner dans lequel il sera absent une partie pour arriver un petit peu de façon impromptue, avec des cheveux plus blancs, assez changés. Et il va leur raconter le récit de ce premier voyage dans le temps. Bien entendu, il s'agit d'un voyage, enfin bien entendu pas forcément, mais celui-ci est un voyage dans le futur. Il ne faut pas oublier par contre que ça a été écrit à la fin du 19e siècle. Donc c'est de la science-fiction avec beaucoup plus de fiction que science en fait. Donc il ne faut pas vraiment chercher de véracité ou de choses comme ça. Et tout d'un coup, j'ai une impression de déjà vu. Parce que je voyage dans le temps moi aussi. Mais je me demande tout simplement en fait si je n'en ai pas déjà parlé dans une autre vidéo. C'est bien possible. J'en ai peut-être déjà parlé dans le vlog que je suis en train de faire pour cet automne. Bon, c'est pas grave, du coup vous aurez 2 fois mon opinion sur ce bouquin. Vous aurez l'opinion au fur et à mesure et puis celle à la fin du livre. Donc tout ça pour dire que effectivement, il voyage dans le futur où l'humanité a apparemment changé. Bon, bien entendu, la Terre autour, mais pas tant que ça. Les paysages ont un peu changé, mais pas forcément non plus de façon très drastique. Par contre, l'humanité, elle, semble beaucoup plus étrange, pacifique, presque naïve, voire bête. Et donc, il va raconter effectivement toute cette exploration dans ce monde, ce qu'il a appris, ce qu'il a découvert, leur façon de vivre. Et il va même trouver la raison pour laquelle l'humanité a changé de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'elle a fini par ressembler à ça? Et donc voilà, c'est le récit de toutes ces aventures avant qu'il ne revienne et qu'il le raconte à ses amis. Donc vraisemblablement, on sait déjà qu'il en revient. Mais l'histoire a quand même pas mal de suspense. Il y a pas mal de choses. C'est pour ça que je ne m'étendrai pas trop là-dessus parce que je trouve que souvent, quand on en sait trop, ça gâche un petit peu l'histoire. Mais c'est une histoire qui tient plutôt en haleine. L'audio que j'ai trouvé était vraiment pas mal du tout. Donc je vous mettrai le lien. Puisque je l'ai trouvé sur YouTube, donc c'est gratuit, il était plutôt bien lu et c'est assez rapide puisque ça prend à peu près 4 heures d'écoute, donc bon, pour un trajet ou si vous faites du jardinage, de la cuisine, enfin bref, c'est vite fait et vraiment c'était très intéressant. Alors ça n'est pas mon préféré de l'auteur pour l'instant, mais je le conseille autant pour l'histoire que parce que c'est quand même un grand classique de la science-fiction, l'une des premières histoires de voyage dans le temps, peut-être la première d'ailleurs. Il faudrait que j'aille chercher ça. Mais voilà, donc en tout cas pour moi c'était une très bonne surprise. Alors pour la deuxième sous-catégorie de ce menu, il s'agissait des ruines de l'Atlantide avec conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Alors je m'en étais prévu 2, j'avais prévu le 6e tome des Rois Maudits, le 7e tome, pardon, puisque c'est le dernier des Rois Maudits. Et alors je le dis d'office, celui-là, je pense qu'il va être décalé pour le Cold Winter Challenge parce que autant j'ai adoré les 6 premiers tomes, autant en roman papier qu'en audio, autant celui-là, c'est laborieux.
c'est très laborieux, autant en papier qu'en audio. Parce que je n'avais pas arrêté justement de vous dire à quel point non seulement les bouquins étaient géniaux, mais la personne qui lisait l'histoire en audio, puisque j'ai lu le tome 5 et 6 de cette façon-là, avait vraiment été super bien choisie. Les tonalités, les voix, l'incarnation des personnages est absolument géniale, c'était un régal à écouter. Et donc je m'étais dit, j'avais déjà entendu dire que ce 7e tome était bof, et je m'étais dit, bon, de toute façon, si j'écoute en audio, vu comment ils le racontent, ça va passer. Sauf qu'ils ont aussi changé le narrateur. Ils ont changé le narrateur, j'ai lu à peu près un tiers du bouquin, et pour vous dire, je suis même pas sûre à 100%, mais il me semble bien que c'est le même personnage qui parle pendant ce tiers de bouquin. Ça veut dire que du début à là où j'en suis arrivée, c'est le même gars qui raconte, mais qui parle, entre guillemets, c'est un peu comme s'il parlait tout seul, même s'il est en train de raconter à quelqu'un, mais c'est vraiment du monologue, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se remémore des scènes, c'est d'une platitude, donc... mais je veux finir la série quand même, alors ça m'emmerde un petit peu, parce que je l'adorais, mais alors celui-là, pour l'instant, ça a peut-être changé après, hein, ça a peut-être changé, mais du coup, je les ai tombés pour l'instant, voilà. Et le deuxième livre que j'ai lu pour cette même sous-catégorie, il s'agit du Joueur de Dostoïevski. Donc celui-là, j'en ai déjà parlé. Il me semble d'ailleurs que j'en avais parlé dans la présentation de ma palle parce que j'étais déjà en train de le terminer. Oui, puisqu'en fait, j'ai fait ma vidéo de palle quelques jours après le début du Pumpkin Autumn Challenge. Donc pour ne pas encore me répéter, parce que c'était déjà le cas avec le premier bouquin, je vais vous mettre le lien directement quelque part. Je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche, mais bon, vous verrez le petit guide de toute façon. Voilà. Alors, troisième sous-catégorie pour l'automne des mystères, il s'agit de En avant Yvette Tempête, avec comme mots-clés aventure, archéologie, artefact, voyage. Alors je m'étais prévu entre autres le premier tome de Vinland Saga, mais celui-là il va passer aussi sur le Cold Winter, parce que d'une, je vais pas avoir le temps, il reste vraiment que quelques jours, et puis de toute façon j'ai envie de le lire, voilà, donc je vais le transférer parce que je vais le lire bientôt. Et sinon j'ai découvert Le jour où il a suivi sa valise, qui en fait est un 4e tome, j'étais pas au courant, mais qui sont apparemment des histoires plus ou moins indépendantes. Donc j'ai lu celui-là et je n'ai pas l'impression d'avoir raté quoi que ce soit à l'histoire ou à... Donc il faudrait que j'essaie de lire les autres tomes. Je ne connaissais absolument pas, en fait je l'ai choisi à cause de la couverture parce que j'aimais beaucoup ce vers, et puis parce que le titre, Le jour où il a suivi sa valise, ça m'a fait penser voyage, c'est un petit peu moi, je suis ma valise, je sais jamais trop où je vais, donc je me suis dit tiens, ça a peut-être été intéressant, et ça a vraiment été une très bonne surprise. Les toutes premières pages m'ont fait un peu peur, puisque ça partait pour être un conte philosophique, mais philosophique dans le sens moderne du terme, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un couple où forcément les choses ne vont pas très très bien, mais madame est très axée sur la méditation, les chakras, machin, mais dans un sens très, comment dire, très exagéré et très, non, il faut absolument faire ci, pas faire ça pour gagner des points pour le karma, enfin c'est ça, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça, et qui en même temps ne vont pas vraiment au fond des choses et en oublient l'essentiel, donc c'est un petit peu le côté philosophie à la mode, parce qu'il faut faire ça. Même si malgré tout on a l'impression qu'elle cherche quand même à améliorer sa vie, à se faire du bien, mais pas forcément de la même façon. Lui, il n'est pas du tout dans ce délire-là, mais un jour, elle va lui proposer de venir avec elle en Indonésie pour justement assister à l'un de ces séminaires surbookés où il y a rendez-vous sur rendez-vous avec des grands maîtres et des machins. Puis il s'est dit, bon, pourquoi pas, je vais y aller, on verra bien. Sauf que leur valise arrive en retard à l'aéroport, et bien entendu, comme lui, il s'en fout un petit peu, il se propose de rester pour attendre les valises et ensuite les rejoindre à leur hôtel, campement, je sais plus trop ce que c'était, bref. Et l'histoire raconte le voyage de cet homme entre l'aéroport avec les valises et l'arrivée où se trouve sa femme avec tout son groupe d'amis et leurs minéraux, machin, là. Bref. Et en fait, c'est très intéressant parce que ce qui, au final, partait effectivement pour être un conte philosophique, mais un petit peu, est parti sur quelque chose d'au final beaucoup plus simple et beaucoup plus profond. Parce que cet homme, bien entendu, sur son trajet, va être obligé d'aborder des locaux, de se faire un petit peu transporter, de se laisser un petit peu aller, au final, de suivre un petit peu le vent, tout simplement, pour réussir à atteindre sa destination, parce qu'on ne peut pas courir, on ne peut pas se presser. Il y a des pays comme ça où, pour aller du point A au point B, on est obligé de suivre le courant, et on ne peut pas courir, on ne peut pas parce que ça ne sert à rien du tout.
Et donc ça va être cette découverte où il est un petit peu forcé de se poser. Et entre autres un homme justement qui va lui servir un petit peu de taxi, qui est un local, et qui va par des petites leçons de vie toutes simples, on pourrait presque dire bêtes, dans le sens où quand on les lit on se dit mais c'est tellement évident. Mais ça, en même temps ça nous pousse un petit peu justement à revoir ces choses qui sont tellement évidentes qu'on les oublie. Voilà. Donc j'ai trouvé l'histoire intéressante, le fond très intéressant, très prenant, et en tout cas ça m'a beaucoup plu. Et sincèrement, si vous voulez lire des choses comme ça un petit peu philosophiques, un petit peu sans vous prendre la tête, c'était quoi ça? Je comprends même pas ce que je raconte des fois. Sans vous prendre la tête et sans forcément lire de gros romans, ça c'est une bande dessinée, c'est même pas un roman graphique, donc ça doit être dans les BD en général, c'est entre 40 et 80 pages. Voilà. Donc c'est un truc dans le genre, on va dire 60 pages pour arrondir, mais vraiment ça se torche en 40 minutes max, quoi, hein, vraiment si vous prenez votre temps. Et en tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé et je vais définitivement lire d'autres, certainement le reste de la série, ne serait-ce que pour voir, et peut-être d'autres du même auteur, je crois que c'est Becca qui fait ça. Je vais regarder ça et puis comme d'hab, je vous mets les infos. Pour la dernière sous-catégorie du menu, je suis désolée, des fois j'ai des manies comme ça, je me tripote le nez. Et en fait, si je regarde pas l'écran, j'y fais pas attention. Puis des fois, je vois un truc qui bouge, je me dis qu'est-ce qui se passe. Et puis c'est moi. Bon, bref. Ça arrive. Enfin, en même temps, j'ai jamais dit que j'étais normale non plus. Hein. Donc, la dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de cabinet de curiosité. Avec art, science, musée, singularité, étrangeté. Donc pour celui-ci, j'en avais prévu 2, j'ai lu les 2. Alors tout d'abord, il y avait Ikigami, tome 3, qui est un manga dont j'avais déjà un petit peu développé le sujet principal, mais je vais revenir vraiment super vite. En fait, l'Ikigami, c'est le nom d'une carte qui annonce votre mort dans les 24 heures. Alors pourquoi cette carte? Parce que ça se passe dans un futur proche. Et par contre, je suis désolée, j'ai le pif un peu rouge aussi, je suis toujours un petit peu malade, mais ça va mieux. C'est pour ça que je peux recommencer à parler pas mal. Juste pour vous saouler par plaisir. Bref. Donc, l'Ikigami, en fait, c'est cette carte qui vous est remise parce que dans un futur proche, au Japon, peut-être ailleurs, on ne sait pas bien, pour la paix nationale, on vaccine les enfants, en fait, avec soit rien, soit une minuscule puce, en fait, qu'on ne voit pas et pour laquelle personne ne sait exactement où elle est, à part certains services spéciaux, qui va s'enclencher et provoquer votre mort entre l'âge de 18 et 25 ans. Parce qu'ils considèrent que avec cette menace de mort, les gens automatiquement vont essayer de faire le maximum et le mieux qu'ils peuvent de leur vie. Voilà. Et donc, une fois qu'on sait qu'elle va s'enclencher, ils ont en fait des fiches justement avec des services séparés pour que personne ne sache qui est qui a la puce, etc. Mais qu'on ne sait qu'au dernier moment, pour justement savoir quelle est la personne à prévenir, pour lui dire, il ne vous reste que 24 heures, essayez de profiter de vos dernières 24 heures, c'est un petit peu le sujet. Et chaque tome réunit 2 histoires, il me semble qu'à chaque fois c'était 2 histoires, hein, justement sur l'une de ces personnes qui reçoit l'Ikigami. Sauf que quand on vous dit que vous avez que 24 heures à vivre, bien entendu, les réactions sont très différentes entre les gens qui veulent en profiter, les gens qui au contraire disent bah, j'ai fait tout ça pour rien, les gens qui se disent bah, maintenant je peux faire ce que je veux parce qu'il n'y aura pas de conséquences vu que dans 24 heures je ne suis pas là. Il y a beaucoup de cas de figure. Alors ce volume, comme les premiers, était excellent. Franchement excellent, les 2 histoires étaient très bien. La première concerne une politicienne dont le fils va recevoir l'Ikigami, mais c'est une politicienne qui est très carriériste et qui n'en a jamais vraiment eu à foutre de son fils et qui voit en fait là-dessus l'occasion d'utiliser en fait le destin de son fils pour sa campagne politique. Et la deuxième histoire concerne le destin d'un frère et d'une sœur, puisque le frère en fait qui a un peu une petite frappe et qui se rend compte effectivement qu'il faudrait qu'il fasse une dernière chose pour sa sœur, pour l'aider dans ces 24 dernières heures, en sachant qu'ils n'ont plus de parents, qu'ils sont orphelins, c'est un petit peu ce qui l'a emmené vers ce destin, et de voir effectivement si oui ou non il va y arriver. Là-dessus, on a le personnage principal qui en fait est la personne qui porte les Ikigami à ces gens, et qui continue de se questionner sur le bien fondé de ce système. Je ne veux pas, approfondir plus que ça, vous en savez déjà suffisamment. En tout cas, autant pour les histoires développées que pour le principe, que l'histoire qui est originale. Moi je dis franchement, si vous aimez bien les mangas, lisez-le. Il est excellent à tout point de vue, sincèrement, il est vraiment très bon.
Et la toute dernière lecture qui, elle, correspond au mot-clé science, complètement. Il s'agit de Le Cosmos et le Lotus de Trinh Xuan Tuan. Alors, je suis absolument désolée pour le nom si je l'ai écharpé. C'est un auteur d'origine vietnamienne. Et j'avoue, je ne sais absolument pas comment on prononce ça, donc je vais faire un peu à la française. Alors, ce livre, Le Cosmos et le Lotus, comme son nom l'indique, va parler de philosophie. Encore une fois, c'était pas voulu d'ailleurs. De philosophie, un peu de philosophie bouddhique, de principes confucianistes et de cosmos. Alors, l'auteur, s'il y en a qui ne le connaissent pas, est un astrophysicien d'origine vietnamienne qui a fait son éducation en France et qui est professeur et astrophysicien aux États-Unis. Donc il enseigne là-bas. Par contre, sa langue d'écriture, sa langue littéraire, c'est un petit peu... Je ne sais pas trop les mots à mettre dessus, mais il écrit en français. Donc il écrit tous ses livres directement en français, alors que par contre il étudie et donne ses cours en anglais, puisqu'apparemment c'est ce qui est le plus naturel pour lui. Ce livre, franchement, c'est aussi incroyable que ça paraisse, puisque ça parle de son métier, de ses théories astrophysiques, est passionnant. Je pense qu'il peut l'être pour tout le monde, parce que non seulement il a une façon d'expliquer l'astronomie, l'histoire un petit peu de l'astronomie, ses propres théories, pourquoi il en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'il a décidé de faire les recherches qu'il fait, puisqu'il étudie les galaxies, je sais plus si c'est l'éloignement des galaxies, et j'ai terminé il y a un petit moment, et donc il nous explique justement tout son parcours à l'école, à l'université, avec des professionnels, avec des astrophysiciens qui ont été ses professeurs, mais qui depuis ont été prix Nobel, et puis des gens qui sont maintenant décédés et qui sont des grands pontes effectivement du domaine. Donc c'est super intéressant d'entendre parler de ces personnes, et surtout il développe son parcours en tant qu'immigrant en fait, c'est-à-dire que il met en parallèle sa découverte de l'astrophysique, ses études, sa façon de penser et l'histoire du Vietnam. Donc ça, c'était vraiment super intéressant, parce qu'effectivement, il est né à une époque où le Vietnam était français, mais où très vite, il est entré en guerre d'indépendance, puis ensuite, il y a eu la guerre avec les États-Unis, et ensuite, il y a eu le problème avec la division, effectivement, du Vietnam. En fait, il a suivi toute l'histoire agitée du Vietnam, à partir de sa petite enfance en fait. Et son parcours professionnel et sa façon de penser ont aussi été conditionnés par ça et par sa triple culture, entre guillemets, entre vietnamienne, française et américaine. Donc tout ça mis ensemble fait que c'est hyper intéressant. J'ai vraiment du mal à dire en quoi, plus que ce que je n'ai déjà dit. Mais je pense que ça apprend beaucoup de choses. C'est un livre qui n'est pas épais, hein. Donc même pour les gens qui ne sont pas forcément super passionnés par le sujet, je pense que ça peut passer vite, passer bien. C'est bien écrit. Après, peut-être que j'ai un avis un peu biaisé parce que j'adore l'astrophysique et tout ce qui est le cosmos. C'était ce que je voulais faire quand j'étais petite. Et en plus, forcément, j'étudie l'archéologie, donc j'adore l'histoire, ce genre de choses. Donc on me fait un mix comme ça. Pour moi, c'était un vrai page turner. J'étais là en train de tourner les pages vraiment à fond dedans. Mais je trouve que cette alliance histoire, science, philosophie, tout ensemble, et le côté personnel et en même temps universel qui en ressort, peut être passionnant pour, je pense, n'importe quel type de lecteur. Voilà. Donc si vous ne connaissiez pas encore, comme j'ai dit, c'est petit, ça doit faire dans les 250 pages, donc c'est pas... Et puis il y a beaucoup de chapitres. Il y a des chapitres très courts plutôt, c'est-à-dire que vous pouvez très bien lire 2-3 chapitres un jour, et puis après vous attendez un peu, mais sincèrement je le conseille. Je ne pense pas que ce soit des livres qui se lisent autant et aussi facilement que des romans, mais je trouve qu'une fois de temps en temps, justement, lire des choses pour apprendre et en même temps qui se lisent aussi bien qu'un roman, c'est quand même... pour moi, je trouve que c'est un plus, voilà. Après, bon, on a chacun nos avis, chacun nos goûts, mais de mon avis personnel, lisez-le. Et bien voilà, on en a fini avec ce nouveau petit sous-bilan de sous-catégorie de sous-menu, enfin bref. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, il en reste encore 2 à venir. Je suis en même temps en train de monter 2 vlogs, alors j'espère qu'ils arriveront bientôt. Celui d'automne n'est pas encore fini puisque ce week-end je repars en excursion. Je vais essayer de faire vlog lecture avec quelques images de ce que je visite en même temps, profitons-en.
Et celui de cet été, parce que il est un peu caca, hein, ça va être un peu brouillon. Mais d'une, c'est comme ça qu'on apprend. De deux, j'ai parlé de livres dont je voulais parler sur cette chaîne, donc ça me frustrerait quand même de ne pas le mettre, mais on l'appellera juste le vlog brouillon, voilà. Donc ça, je pense que ça va venir dans les jours qui viennent, parce que je vais, après ça, il y a encore les autres bilans du Pumpkin Autumn Challenge qui vont venir, et puis le Cold Winter Challenge, donc il va falloir que je me mette un petit coup de pied dans le derrière, voilà. En même temps, je vous raconte ça, certainement vous vous en foutez, vous me dites, tu les postes quand tu veux, et puis on regardera à ce moment-là. C'est pas grave, je vous raconte quand même ma vie, voilà. Eh bien, je vous dis à très très bientôt certainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et bonne lecture.